Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Important don alimentaire donc des Djiboutiens aux populations somalilandaises touchées par la sécheresse. Washington sanctionne les proches de Poutine. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette remise aujourd'hui d'un important don alimentaire au Somaliland. Ce don d'une valeur de 100 millions de nos francs est destiné à couvrir les besoins alimentaires d'environ 10 360 familles touchées durement par la sécheresse. Ce don de solidarité qui a suscité un élan de solidarité de la part des Djiboutiens qui ont volontairement contribué pour venir en aide à leurs frères somalilandais durement touchés par la sécheresse. Il s'agit notamment des populations habitant donc toutes les côtes qui s'étendent de Barisile jusqu'à Berbera. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin au poste frontalier de Loyada entre les autorités somalilandaises et djiboutiennes. Les autorités somalilandaises étaient représentées par le ministre de la Justice et directeur somalilandais chargé des stocks alimentaires stratégiques, M. Faisal Ali. Cette aide alimentaire qui se compose principalement de riz, farine, sucre, dattes, huile a été chargée à bord de 44 camions gros porteurs qui ont aussitôt pris la voie du Somaliland. Également dans l'actualité, cette visite de la ministre de la Femme et de la Famille à Abaïtou, dans la région de Dikil. L'invité de marque et sa délégation sont arrivés hier dans la matinée dans la ville de l'Unité où elles ont été accueillies donc par les autorités locales, notamment le préfet de Dikil, Mohamed Cheko Hassan, le vice-président du conseil régional Ebo, Mohamed Ebo, ainsi que des représentants de la communauté dikiloise. La délégation ministérielle a tout d'abord visité les périmètres agricoles aménagés par 60 femmes d'Abaïtou, réunies en association qui n'ont pas manqué d'enthousiasmer les visiteurs, comme l'a expliqué le chef de village d'Abaïtou, Ali Guélé. Et donc ces dernières se sont lancées dans cette entreprise suite à la réalisation d'un forage fonctionnant à l'aide d'un groupe électrogène grâce à l'appui financier du fonds cohésion pour l'alimentation en eau potable de cette localité. Il a fallu plus de 6 mois à ces femmes pour débalayer le terrain au sommet d'une colline et cultiver ainsi un terrain de 2 hectares reparti en 30 parcelles de 300 mètres carrés chacun. Et pour plus ample explication à cet effet, écoutons donc la ministre de la Femme et de la Famille qui s'est exprimée en ces termes. Effectivement, le déplacement en valait la peine. Nous sommes arrivés dans un village qui est très rocheux et où il se trouve un espace de 2 hectares cultivé. Cultivé grâce à la force, l'énergie, la volonté, la détermination des femmes qui sont arrivées à ramasser pierre par pierre et à planter ce que nous avons pu voir, des betteraves, des oignons, des carottes, de la pastèque, du melon, des aubergines, des choux. Vraiment, c'est un travail formidable, fort louable et qui mérite le déplacement. Cela démontre que le message et la volonté du chef de l'État ainsi que de la Première Dame de croire à la femme djiboutienne pour qu'elle puisse contribuer à son développement, son épanouissement et son bien-être n'est pas voué à l'échec. N'est pas voué à l'échec car ce sont des communautés certes pas instruites, vivant dans un village isolés, mais qui ont cru en eux d'abord, en leur gouvernement, en leurs dirigeants et en leur pays. Et sont arrivés à aménager un périmètre agricole qui en vaut la peine. Certes, ils rencontrent de la difficulté pour pouvoir cultiver comme il se doit, mais difficulté qui est surmontable. Surmontable grâce à l'appui du gouvernement. Il y a des choses qui pourront être faites par le ministère de la Femme et de la Famille avec l'étroite collaboration de l'UNFD, mais effort qui va être complété et continué avec l'appui des ministères techniques tels que le ministère de la Culture. Moi je dirais, j'ai un message à transmettre aux femmes de cette localité, croyez en vous, continuez l'effort que vous avez fait et je pense que vous serez un modèle dont on en parlera d'ici quelques années à Djibouti, mais je pense dans le monde.
Et cette même délégation s'est ensuite entretenue avec les représentants de la communauté d'Abaitou pour s'enquérir de leurs besoins. Quelques participants ont pris la parole tour à tour, remerciant ainsi la ministre de la Femme et de la Famille d'avoir répondu à leur invitation. Les doléances soumises comprennent essentiellement le besoin d'un deuxième forage, son équipement en panneaux solaires ou encore la prise en compte des habitants de leur village dans le cadre du programme filet social lancé par le secrétariat d'État à la solidarité. La ministre a fait donc part aux participants qu'elle a pris note de leurs doléances en indiquant que ce sont donc 100 départements en collaboration avec les autres départements ministériels, avec l'appui et les partenariats au développement, feront tout leur possible pour apporter des éléments de réponse à leurs doléances. Et le réseau des associations de Mabla, en collaboration avec l'ONG Hissan, a organisé jeudi un atelier de sensibilisation au profit des handicapés de la région au sein du conseil régional en vue de les soutenir. Les personnes donc de mobilité réduite ou handicapées ont fait le déplacement pour participer à l'atelier destiné à donc répertorier le nombre d'handicapés. Les prothèses sont confectionnées pour ces personnes à mobilité réduite. L'organisation de cet atelier a été appuyée par les autorités de la région ainsi que le président du réseau. Un représentant du conseil régional de Tadjoura, M. Hassanatou, a ainsi donc remercié le représentant de ces associations qui ont pris la parole durant l'atelier pour affirmer que le soutien aux personnes handicapées était une priorité du gouvernement de soutenir ces personnes à mobilité réduite. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale en Somalie, notamment 3 Chebabs morts dans une frappe de l'armée américaine. Avec nous pour nous en parler, Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Effectivement, 3 islamistes du groupe insurgé somalien Al-Shabaab ont été tués au cours d'un raid aérien de l'armée américaine. C'est ce qu'a annoncé hier le commandement américain. Les bombardements ont été effectués jeudi en coopération avec les forces somaliennes près de la ville de Djilib, à environ 370 km au sud-ouest de Mogadiscio, la capitale. C'est ce qu'a précisé l'état-major américain en Afrique dans un communiqué. Washington, quant à elle, a intensifié ses opérations dans le pays, alors que les islamistes d'Al-Shabaab, groupe affilié à Al-Qaïda, cherchent à renverser le gouvernement soutenu par les pays occidentaux. Le groupe des Shabab, Fardous, a été chassé de Mogadiscio, rappelons-le, c'était en 2011, et a perdu le contrôle de la plupart des centres urbains en Somalie, mais il reste très présent dans d'autres régions du pays et capable de commettre également des attaques très meurtrières. Al-Shabaab vise régulièrement l'armée et les civils. Hier, un soldat a été tué à Mogadiscio lors d'une attaque contre un point de contrôle perpétré par un membre du groupe islamiste. L'explosion d'une voiture piégée au même endroit a blessé 2 autres soldats. Al-Shabaab a revendiqué ces 2 attaques. Et Ahmed, 7 Palestiniens ont été tués et plus de 400 blessés dans un heure à la frontière Gaza-Israël. En effet, des milliers de Palestiniens ont encore manifesté à la frontière entre la bande de Gaza et Israël hier. Ils réclament notamment le retour des réfugiés et la fin du blocus. 9 manifestants ont été tués par les forces israéliennes. En outre, le ministère de la Santé à Gaza fait état de plus de 400 blessés. Le 30 mars, 19 Palestiniens avaient été tués et quelques 1400 autres blessés, faisant de cette journée la plus sanglante depuis la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas palestinien. Jeudi, Israël avait prévenu que les consignes de tir resteraient les mêmes que celles données le 30 mars dernier, malgré les critiques de l'ONU et de l'Union européenne sur l'usage par Israël de balles réelles. Et plus de 11 milliards de dollars mobilisés à la conférence de Paris pour soutenir notamment l'économie libanaise. Qu'en est-il donc? Et c'est la communauté internationale Fardous qui est au chevet du Liban. À Paris, 41 pays et une dizaine d'institutions se sont engagées à mobiliser plus de 11 milliards de dollars effectivement en dons et en prêts pour relancer l'économie libanaise et soutenir la stabilité du pays après des années de crise dues notamment à la guerre en Syrie. L'Arabie Saoudite a annoncé le renouvellement d'une ligne de
crédit d'1 milliard de dollars, alors que la Banque mondiale a promis à Beyrouth plus de 4 milliards de dollars pour stimuler la croissance et créer des emplois. De son côté, donc, la France, alliée historique du Liban, va accorder à Beyrouth 550 millions d'euros. Le Liban est après la Turquie, Fardous, le pays ayant accueilli le plus de réfugiés syriens, près d'1 million, soit environ un quart de sa population. Or, cet afflux de réfugiés a lourdement pesé sur son économie, ses infrastructures et ses services sociaux déjà fragiles. Avant la crise syrienne, Fardous, la croissance du PIB libanaise avoisinait les 8%. Elle est aujourd'hui à près de 2%. Dans un mois auront lieu au Liban les premières élections législatives depuis 9 ans. Et cette sanction de Washington qui sanctionne donc les proches de Poutine, notamment donc dans le cadre de son ingérence dans les présidentielles de 2016. Et oui, après l'expulsion récente de 60 diplomates russes, Washington vient d'adopter une nouvelle salve de sanctions contre la Russie dans le cadre cette fois de son ingérence dans les élections américaines de 2016. Au total, 38 personnes et entreprises ont été ciblées et ne pourront plus faire affaire aux États-Unis ni avec des Américains. Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, a justifié ces sanctions au motif que ces Russes profiteraient des activités déstabilisatrices de leur gouvernement. C'est en réalité la garde rapprochée de Vladimir Poutine qui a été sanctionnée et le Parlement russe discutera la semaine prochaine de ces nouvelles représailles contre les États-Unis. Et au Brésil, donc, Lula, l'ancien président, donc à quelques heures de sa prison, peut-être. Et oui, l'ex-président brésilien, c'est surtout les réseaux Fardous, pourrait dès aujourd'hui se retrouver dans une cellule de 12 mètres carrés, commençant à purger une lourde peine de 12 ans de prison pour corruption, mais il est resté hier soir retranché pour la nuit parmi ses fervents partisans au siège d'un syndicat près de Sao Paulo. L'ancien président a prévu donc d'assister aujourd'hui à une messe en hommage de son épouse défunte l'an dernier, condamnée à 12 ans et 1 mois de prison pour corruption et blanchiment. Lula, âgé de 72 ans, aurait manifesté donc l'intention de se présenter aux autorités à l'issue de cet office catholique selon le site du journal local, mais il pourrait tout aussi bien jouer la montre en essayant de gagner quelques jours dans l'espoir que sa défense obtienne satisfaction après une énième recours. Même en prison, Fardous, Lula pourrait techniquement s'enregistrer comme candidat à la présidentielle d'octobre. C'est la justice électorale qui trancherait in fine sur son éligibilité. Affaire à suivre donc, Ahmed. Merci pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.